Chambérissime, le podcast. Je suis Julie, je travaille à l'office de tourisme de la destination Chambéry-Montagne et vous écoutez Chambérissime. Dans ce podcast, je vous invite à me suivre pour une découverte de la ville et son histoire. Nous poserons des mots sur ses mystères, ce qui fait son âme, ses couleurs, ses saveurs. C'est une page tragique de l'histoire de Chambéry que nous allons ensemble ouvrir aujourd'hui. La journée du vendredi 26 mai 1944. Une journée qui longtemps allait marquer l'âme, la physionomie de la ville, tout autant que l'histoire et la destinée des personnes qui la composaient alors. Ce 26 mai 1944, il est 6h du matin. Dans le sud de l'Italie, 900 bombardiers alliés sont sur le point de décoller. Et remise à chacun des chefs de bord une enveloppe scellée. L'émission était tenue secrète jusqu'au dernier moment. Dans une enveloppe, Nice, dans d'autres, Grenoble, Lyon-Vèze, Saint-Étienne et aussi Chambéry. Objectif, bombarder les gares. Alors progressivement, dans ces villes qui s'animent et se réveillent, les sirènes résonnent. Nous avons rendez-vous, place de l'Hôtel de Ville avec Jacques Viou, vice-président de la Société des Amis du Vieux Chambéry, pour poser des mots sur cette journée où Chambéry fut bombardée. En sa compagnie, nous visiterons l'abri anti-aérien du Clos Savoiroux, un lieu insolite qui fait pourtant partie intégrante du patrimoine chambérien. Bonjour Jacques. Bonjour Julie. Alors écoute, je suis ravie de cette rencontre avec toi aujourd'hui. Je t'ai donné rendez-vous place de l'Hôtel de Ville parce que c'est une place qui m'a toujours surpris. Il y a une démarcation très nette entre la ville ancienne et une ville plutôt moderne. Pourtant, on est toujours à l'intérieur de l'ancien rempart. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi ? Eh bien, malheureusement, pour une raison très simple, le 26 mai 1944, Chambéry va être bombardée. En effet, depuis 1943, on se doutait bien qu'un jour ou l'autre, la ville aurait un bombardement, puisqu'à cette époque, en 1943, Modane déjà avait été bombardée. Les Alliés voulaient bombarder les gares, tous les liens ferroviaires, et on savait qu'un jour ou l'autre, ça serait le tour de Chambéry. C'est ce qui est arrivé le 26 mai 1944, où l'aviation américaine a voulu bombarder la gare. Alors je crois que tu as avec toi des clés pour nous faire visiter un lieu très particulier. Oui, un lieu très particulier qui pourtant fait partie intégrante du patrimoine chambérien, ce sont les abris. En effet, Chambéry a été l'une des villes de France avec un réseau d'abris le plus important. Et aujourd'hui encore, nous avons quelques spécimens des abris sur Chambéry. Ah, on y va ? Nous partons. Ah bah écoute, merci. Sur le chemin qui mène à l'abri, Jacques me raconte comment Chambéry, pendant la Seconde Guerre mondiale, a été cette ville de France dotée de l'un des réseaux d'abris les plus importants au regard de son nombre d'habitants. En 1938, le gouvernement d'Albert Lebrun envoie une note secrète à tous les maires de France, les invitant à faire construire des abris anti-aériens. À l'époque, aucun maire ne répond, excepté le maire de Chambéry, Albert Périol. La raison est évidente, Chambéry est construite sur l'eau, sur le marécage du lac du Bourget. Il n'y a donc pas de cave dans le cœur de ville. Ce qu'on appelle les caves dans le vieux Chambéry, ce sont en réalité des rez-de-chaussée d'immeubles. Il n'y a rien dans les souterrains, donc rien pour espérer aménager d'éventuels abris et permettre à la population de se protéger. En 1938, le conseil municipal vote la construction de plusieurs abris anti-aériens. Le plus grand, celui de Bellevue, opérationnel dès 1939, et aussi les abris de Neuzin et du Clos Savoiroux sous la colline de l'Émin. Dans le cœur de ville, au niveau des boulevards, du théâtre, de la colonne et du musée, des tranchées abris sont construites. Ces dernières sont faites pour protéger les civils des chutes d'immeubles et du souffle des bombes, mais comme nous le verrons plus tard, elles ne sont pas faites pour protéger la population de leur impact. Nous voilà devant la porte de l'abri. Équipés de nos lampes frontales, nous quittons les rayons du soleil pour un émouvant plongeon dans l'histoire. Nous sommes arrivés maintenant devant cette entrée de l'abri du Clos Savoiroux qui a été bien modifié puisqu'après la guerre, naturellement, ça a été muré. Aujourd'hui, nous avons quand même une porte d'accès qui va nous permettre de pénétrer à l'intérieur de ce patrimoine chambérien.
dis-moi Jacques, on a mis nos lampes frontales, ça y est, on est opérationnel. Est-ce que tu peux nous raconter où nous sommes, qui venait ici et dans quel contexte ? Donc nous sommes maintenant sous cette colline de l'Émin. C'est à partir donc de 1940 que l'on va commencer à percer cet abri. Nous sommes dans le rocher, donc c'est du calcaire. C'est à coup de dynamite que l'on va percer donc ce rocher de l'Émin pour faire cet abri. Cet abri fait 200 mètres de long et peut accueillir 1500 personnes. L'abri de Neuzin est un peu plus petit. Lui, il fait 150 mètres de long et peut accueillir 1000 personnes. Alors, qui venait dans cet abri ? Eh bien, essentiellement, les élèves des écoles, car cet abri était réservé aux enfants de l'école Sainte-Geneviève, était réservé aux enfants de Saint-François, et de l'autre côté, nous arrivons dans la cour du lycée du Rocher actuel, donc les élèves du Rocher. Donc cet abri, surtout pendant la guerre, a servi aux écoles, et c'est ce qui va se produire le 26 mai 1944. Cet abri sera rempli d'élèves, et notamment ce jour-là, le 26 mai 1944, c'était le jour du brevet à l'école professionnelle. Aujourd'hui, c'est la maison des associations. Et lorsque ces garçons qui étaient en train de passer leur brevet, lorsque la sirène a sonné, ont lâché leur copie pour venir ici, l'abri était déjà tellement plein que les chefs d'abri leur ont dit, vous les garçons, ils avaient 16 ans, vous montez là-haut sur les monts, car l'abri ne peut plus accueillir du monde, étant donné qu'on avait déjà toutes les filles de Sainte-Geneviève qui étaient arrivées dans l'abri. Ah oui, donc ils ont vraiment assisté au bombardement. Ah bien, les enfants qui ont été là, bien sûr, et puis ces enfants ont été sauvés, notamment, nous le verrons tout à l'heure à la sortie, les enfants du Rocher. 6 bombes sont tombées sur le lycée du Rocher, et fort heureusement, tous ces enfants étaient à l'intérieur de l'abri. Le bombardement s'est passé un vendredi matin à 11h moins le quart. À cette heure-là, les enfants sont dans les écoles. C'est pour ça qu'il faut le dire, sur la totalité des morts du bombardement, il y a relativement peu d'enfants. Est-ce que tu peux nous indiquer à peu près quel est le nombre de personnes qui sont décédées lors de ce bombardement ? En gros, car on ne le saura jamais, on compte environ 200 personnes. Pourquoi on ne le saura jamais ? Et il y a eu les premières victimes que l'on a sorties. En effet, 3 jours après, il y a les grandes funérailles qui se trouvent sur la place de la cathédrale, où là, il y a 74 cercueils. Mais après, il y a toutes ces personnes qui sont décédées 8 jours, 15 jours, 1 mois après, des suites de leurs blessures. Un grand point d'interrogation sur le nombre des soldats allemands. Ceci, on ne saura jamais combien exactement de soldats allemands ont été tués. Peut-être environ une cinquantaine, puisqu'il y a une commande de 50 cercueils qui est faite à la préfecture. Et puis, il y a tous ces gens inconnus. Par exemple, au moment du bombardement, il y avait le train de Grenoble qui arrivait en gare. Il y a des voyageurs qui sortaient à ce moment-là sur la place de la gare, qui, eux, ont été pulvérisés. C'était des inconnus. On ne saura jamais qui c'était. Donc, environ, on compte à peu près 200 personnes pour Chambéry. Et alors, est-ce qu'on peut revenir sur le jour même ? Est-ce que tu peux nous expliquer vraiment tout le cadencement de la journée ? Comment ça s'est passé ? Eh bien, ce 26 mai 1944, c'était d'abord une journée très belle. Le soleil brillait, le ciel était bleu. À 9h48, les sirènes se sont mises à sonner. Malheureusement, pour beaucoup de Chambériens, beaucoup ont dit encore une alerte de plus, car il faut bien le dire qu'à cette époque, depuis le mois d'avril, les alertes étaient de plus en plus fréquentes. Et on l'a dit, il y avait une raison, les Américains préparaient le débarquement en Normandie. Donc les bombardements des cités ferroviaires étaient de plus en plus intenses. Donc les gens, bien sûr, au début étaient assez disciplinés, venaient dans les abris, mais à force d'alerte, naturellement, on vaquait à ses occupations, et surtout dans la journée. Par exemple, on le sait, les commerçants ne fermaient pas leurs boutiques pour venir dans les abris. Donc, ce 26 mai 1944, à 10h moins le quart, lorsque les sirènes sonnent, qui va dans les abris ? Eh bien, les écoles. C'est pour ça que tous ces abris sont remplis d'enfants. Et puis, beaucoup de Chambériens sont dans les rues. Et à partir de 10h15, on voit les premières escadrilles passer sur Chambéry. Chaque vol, chaque escadrille faisait entre 35 et 40 avions. Et ces escadrilles vont passer sur la ville de 10h15 jusqu'à 11h moins le quart. Et à 11h moins le quart, les gens qui sont là, le nez en l'air dans les rues, vont voir les 2 dernières escadrilles faire un demi-tour sur la ville, se positionner vers la dent de Corbelet. Et à ce moment-là, beaucoup comprennent que cette fois-ci, le bombardement va être pour la ville. Des cockpits, on voit des petites bandes d'aluminium briller dans le ciel. On appelle ça des windows. Ces bandes d'aluminium, elles étaient faites pour troubler d'éventuels radars. Il n'y a jamais eu de radar à Chambéry. Quelques instants plus tard, l'avion de tête lance une fusée.
on sait que c'est le signal de départ. Quelques secondes plus tard, ensuite, c'est les premières bombes qui tombent sur Chambéry. Alors là, on peut revenir sur une sorte d'idée reçue, je ne peux pas dire de légende, reçue. Beaucoup de personnes disent les Américains ont raté la gare et ont bombardé la ville. C'est totalement faux. Il y a eu 2 escadrilles qui sont arrivées sur Chambéry. La première escadrille a absolument atteint son but. En effet, elle est arrivée dans le quartier de la gare. Il ne faut pas l'oublier que 3 bombes ont traversé la rotonde. 48 machines ont été mises hors d'usage, 600 mètres de voies ferrées ont été démolies, la gare des voyageurs, que l'on connaissait, l'ancienne gare, a été complètement pulvérisée, donc la gare a bien été touchée. Mais malheureusement pour nous, 30 secondes plus tard, arrive la seconde escadrille. À ce moment-là, le premier bombardement a fait élever des fumées, toute la ville est recouverte de fumée, ces avions-là n'ont plus aucun repère et vont lâcher leurs bombes sur le cœur de ville. C'est pour ça que le cœur de Chambéry, autour de la mairie, a été démoli avec la seconde arrivée des avions. Sinon, il faut bien le dire, la première escadrille avait bien tapé sur ce qui était prévu, donc la gare et ses installations. D'accord. Et alors, après le bombardement, je crois qu'il y a eu un énorme incendie qui a duré pendant des semaines. Naturellement. Alors, il y a eu ces bombes. Alors, rappelons encore autre chose. Il n'y a jamais eu de bombe à retardement, comme on l'a souvent dit à Chambéry. Il n'y a jamais eu de bombe incendiaire. Seulement, après le bombardement, vous aviez encore des rues entières qui étaient debout, notamment la rue Favre. Mais 1 heure après le bombardement, eh bien, les premiers incendies ont commencé à éclater dans Chambéry. Ces incendies se sont propagés et surtout, Chambéry a brûlé. Chambéry a brûlé pendant 3 jours. Et 1 mois après, on constatait encore des foyers d'incendie dans Chambéry. Donc Chambéry, la grande destruction de Chambéry, ça a été un gigantesque incendie. Quand on pense que tous les pompiers de Savoie se sont mobilisés, et même dans l'après-midi, sont arrivés à Chambéry des pompiers de Grenoble. Voilà, donc Chambéry surtout a brûlé. Et ce feu s'explique par le bombardement et aussi, je crois qu'il y a des feux de cuisinières parce qu'il était 11h. Eh bien, pourquoi le feu s'est communiqué? Pour des raisons très simples. Il était 11h du matin. À l'époque, on se chauffait avec des cuisinières à charbon. Alors, les gens étaient en train de préparer le repas. Lorsque les maisons étaient détruites, ces cuisinières incandescentes avec des charbons ont mis le feu à certains endroits. Puis, il faut bien le dire aussi, à l'époque, eh bien, le matériel pour combattre l'incendie était quand même pas celui que l'on a aujourd'hui, était quand même très réduit. On a l'exemple, par exemple, pour la rue Favre. La bombe est tombée environ sur la pharmacie Tercinet. À ce moment-là, le feu est parti de la pharmacie Tercinet et s'est communiqué à toute la rue Favre. Les gens qui habitaient rue Favre, à la fin du bombardement, avaient encore des maisons totalement debout, puisque ça gênait énormément l'action des pompiers, puisque les gens montaient dans les montées d'escalier pour essayer de sauver ce qu'ils pouvaient, leurs meubles, leurs affaires, et les pompiers étaient là avec tous ces gens qui encombraient le passage, et la ville s'est mise à brûler à ce moment-là. Et alors, que sont devenus tous ces gens? Où ont-ils été logés? Eh bien, justement, alors là, on peut dire qu'il y a eu un immense élan de solidarité. Ces gens, 3000 sinistrés. Vous imaginez une ville qui était à l'époque quand même une petite ville. Chambéry avait 30 000 habitants. 3000 sinistrés, les gens qui ont tout perdu. Eh bien, il y a eu un très bel élan de solidarité. Beaucoup de personnes, des amis, des connaissances ont recueilli des sinistrés. D'autres qui n'avaient rien, eh bien, on a pu voir, par exemple, pendant des jours et des jours, des gens couchés dans les allées du vieux Chambéry. Et puis très vite, comme dans toutes les villes de France sinistrées, on a construit des grandes baraques en bois. Et les vieux Chambériens se souviennent que jusque dans les années 1960, Chambéry était couvert encore avec ces longues baraques en bois qui ont permis de reloger des gens et puis surtout les commerces qui avaient été complètement détruits. Et à mesure, quand il y a eu la reconstruction, eh bien ces baraques les unes après les autres ont disparu. Voilà comment on a pu s'occuper de tous ces sinistrés. Et chaque jour à Chambéry, au Vernet, dans ces grands baraques en bois, 2800 repas étaient confectionnés par des associations et qui pouvaient nourrir ces Chambériens qui n'avaient plus rien. Et donc la physionomie de Chambéry que l'on connaît aujourd'hui, tous ces nouveaux immeubles, ils ont été construits en quelle année? Les premières personnes qui ont pu regagner les bâtiments reconstruits, c'est en 1953, ce sont les gens de la rue Favre. Après donc le bombardement...
dans les années 1945-1946, on a d'abord déblayé Chambéry. On a ces photos très spectaculaires où, à partir des Halles jusqu'à l'église Notre-Dame, on ne voit plus rien du tout. Tout a été rasé, c'est un immense parterre où il n'y a plus aucune maison. Et petit à petit, on a reconstruit Chambéry et on a modifié le cœur de ville. Car, par exemple, pour la rue Saint-Antoine, cette rue Saint-Antoine aujourd'hui qui est rectiligne, qui part de la place du Centenaire jusqu'aux Halles, eh bien, avant le bombardement, elle était tortueuse. Elle tournait à partir de l'église Notre-Dame pour arriver sur la place de la mairie. Alors là, on a refait des grandes artères très larges et puis très rectilignes. C'était donc ce qu'on a appelé la reconstruction, ce que l'on a pu constater dans toutes les villes de France et tous dans le même style. Est-ce qu'on a des monuments chambériens qui ont été détruits ? Alors, des monuments chambériens, non, on a eu de la chance de passer à travers. Les bombes ne sont pas tombées au château, ne sont pas tombées sur la cathédrale. Et l'église Notre-Dame, on peut dire miraculeusement, est restée au milieu de tous ces incendies et destructions, est restée sur place, à côté avec le magasin qui à l'époque s'appelait les Dames de France. Aujourd'hui, c'est les Galeries Lafayette. Ce sont les deux seuls bâtiments de cette rue qui sont restés debout. Le reste a tout été donc à brûler ou a été démoli. Alors, il y avait quand même un aménagement sommaire dans l'abri. Alors, d'abord, il y avait l'électricité. Alors, c'était très sommaire, C'était un courant très faible, une espèce de lumière jaunâtre. À l'entrée de l'abri, naturellement, il y avait des chefs d'abri. Tous les abris avaient un poste de secours qui était tenu par la Croix-Rouge. Il y avait également une arrivée d'eau. Et puis, bien sûr, comme on accueillait près de 1000 personnes, il y avait quand même des sanitaires, des sanitaires qui étaient très, très modestes, Mais enfin, il y avait quand même une série de sanitaires à l'entrée de chaque abri. Il en reste encore aujourd'hui quelques vestiges. Et puis tout le long des murs, il y avait bien sûr des bancs, car il faut bien le dire, une alerte durait environ 1 heure de temps. Donc il fallait bien que ces gens demeurent assis. Donc tout le long de l'abri, on avait des bancs. Voilà un peu ce qu'était l'installation de chaque abri à Chambéry. Et alors tu nous le racontais, ici on avait essentiellement des enfants. Comment est-ce que les institutrices arrivaient à les tenir, entre guillemets, pendant 1 heure, voire davantage, dans ces abris? Eh bien, il ne faut pas oublier qu'à l'époque, on est en temps de guerre. Et en temps de guerre, on a une psychologie tout à fait différente. Il y a une sorte de discipline. Les enfants savaient qu'il y avait la guerre. Vous savez, en 1942, à Chambéry, on avait accueilli des petits-enfants de Caudebec-en-Caux. Caudebec-en-Caux, c'est en Normandie. C'est une ville qui, en 1940, avait complètement été détruite. Il y avait beaucoup de petits orphelins. Et chaque ville de France se faisait marraine d'une ville. Et en 1942, de Normandie, on avait envoyé des petits-enfants à Chambéry, que Chambéry avait adoptés. Et on était venu, Chambéry était la marraine de Caudebec-en-Caux. Ces petits-enfants, on les avait incorporés dans les écoles chambériennes. Et les petits chambériens savaient déjà qu'un jour ou l'autre, on pouvait avoir sa ville détruite. Donc il y avait cette espèce de discipline. Et on a les témoignages de ces enfants. Lorsque la sirène sonnait, on se levait, on se mettait en rang et on partait aux abris. Et les enfants étaient disciplinés. Voilà, faut bien se remettre dans le contexte de l'époque. On ne faisait pas ce que l'on voulait. Les enfants savaient qu'il y avait une crainte, on avait peur, et on a ces témoignages d'enfants qui disaient on est encore allé dans les abris, quand on est sorti, il n'y avait rien du tout. Qui s'amuse à faire sonner la sirène pour rien dans la tête de ces enfants? Et puis on a ces confessions bouleversantes. Par exemple, Jean Bertolino, le fameux journaliste bien connu des Chambériens, lui, il était à l'école Valdec-Rousseau. Valdec-Rousseau avait son propre abri. Alors, au moment du bombardement, avec tous les élèves, il avait 8 ans à l'époque, il est dans l'abri, et naturellement, autour de lui tombent les bombes. Et s'il dit, à ce moment-là, j'ai pris une sorte de crise nerveuse, et il s'est enfui. Il a échappé à la vigilance de son instituteur. Vous imaginez, quand vous aviez des enfants hurlant dans un abri, il est parti, et tout seul, il s'est mis à courir. Il a traversé sa mère, à l'époque, tenait son étoile des Alpes à mâcher, et il a remonté toute la rue Jean-Pierre Vérat. Chambéry était détruit, brûlait, et en hurlant et en pleurant, il est allé retrouver sa mère. Donc là, ce sont ces confessions qui sont absolument bouleversantes, comment ont réagi les enfants. Et puis on a d'autres confessions de parents, par exemple dans l'abri de Bellevue, au moment du bombardement, tous les gens qui étaient dans les rues, bien sûr, se sont précipités vers les abris, et il y a des gens qui sont arrivés dans l'abri
Henri de Bellevue en disant « les lycées sont touchés ». Et à ce moment-là, il y avait des parents dont les enfants étaient au lycée. On raconte qu'une dame tombe en syncope à ce moment-là. Donc il y a eu quand même cette panique générale qui s'est prise naturellement chez toutes ces personnes qui étaient dans les abris. Surtout qu'après le bombardement, on a empêché les gens de sortir des abris. Et il a fallu attendre plus d'1 heure, 1 heure et demie. La défense passive, à l'époque, on ne savait pas quel genre de bombe était tombée sur la ville. Les gens sont restés bloqués. Donc psychologiquement, imaginez-vous ces gens bloqués, qui avaient leur famille dehors, qui disaient comment on va retrouver notre ville, et que pendant 1 heure et demie, il a fallu contenir ici dans l'abri, notamment avec les enfants du Rocher. C'était donc le bombardement, c'est 11h moins le quart. 1 heure après, c'est midi et quart. Ce sont tous ces petits bouts de choux qui n'ont rien à manger, qui sont là, qui paniquent dans cet abri. Et à ce moment-là, il s'est tenu par les religieuses de Saint-Joseph. Et tous ces enfants qui sont là-bas au bout de l'abri, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, ils vont retraverser l'abri ici, ils vont ressortir sous le clos Savoiroux, et à ce moment-là, on les emmène rue Victor Hugo, au couvent des Sœurs de Saint-Joseph. Et alors, ils n'avaient rien à manger. Alors, on voit les religieuses en train d'éplucher très rapidement des pommes de terre, et on leur fait une tisane. Voilà ce qui fut le repas du 26 mai 1944. Mais il fallait nourrir ces petits-enfants qui étaient là depuis plus de 2 heures dans cet abri, bien sûr. Alors, c'était un bombardement allié. Est-ce que tu peux nous expliquer comment ont réagi les Allemands? Est-ce qu'ils ont aidé les Chambériens à la suite de ce bombardement? Alors, bon, c'était les bombardements alliés à l'époque, il faut bien dire. Le 25 et 26 mai 1944, tout le sud-est de la France a été bombardé. Les villes de Toulon, le 26 mai 1944, on a bombardé Nice, on a bombardé Grenoble, on a bombardé Lyon, on a bombardé Saint-Étienne, et bien sûr, au milieu, il y avait Chambéry. Donc c'était tous ces endroits où il y avait des nœuds ferroviaires importants. Les Allemands ont eu leur lot de morts, et il faut le dire quand même qu'au lycée, où les bombes sont tombées sur le lycée, il y a eu 3 morts, ce sont des adultes, mais les enfants étaient coincés, ensevelis dans les abris. Et ce sont les soldats allemands qui se trouvaient en face, de l'autre côté, à l'école normale, qui sont venus dégager et en somme sauver ces enfants. Ça, il faut quand même le dire. Voilà. On va continuer à l'intérieur. Donc, l'abri fait environ 4 mètres de haut sur 2 mètres 80, 3 mètres de large. Donc, ça ressemble, vous voyez, à une sorte de caverne, de grands souterrains. Alors, l'abri, lorsqu'il pleut, naturellement, on a quand même... c'est froid et humide, c'est pas très agréable. Et là, il faut parler surtout des alertes de nuit, qui étaient les plus pénibles pour les Chambériens, car en pleine nuit, vous imaginez, quand vous avez des enfants en bas âge, des personnes âgées, qu'il fallait quitter son lit et venir passer plus d'1 heure dans un endroit froid et humide, ce n'était pas très agréable. Et que surtout, lorsqu'il y avait ces alertes de nuit, très souvent, il y en avait même plusieurs dans la même nuit. Les gens étaient à peine rentrés chez eux que de nouveau les sirènes sonnaient et il fallait repartir aux abris. Donc ça a été ces moments très pénibles pour les Chambériens, surtout pour ceux qui avaient des enfants. Est-ce qu'on a idée du nombre de bombes qui ont touché Chambéry? Tout à fait. Alors, avec les archives américaines, on a pu rectifier beaucoup d'erreurs qui avaient été dites auparavant. Il y a eu 70 avions qui sont passés sur Chambéry. Chaque avion avait 10 bombes de 227 kilos. Donc, c'est 720 bombes qui sont tombées sur Chambéry. Alors, plusieurs n'ont pas éclaté, même au centre-ville. Ici, sur la place de la Libération, plusieurs sont tombées. Vraiment, la coïncidence a voulu qu'une bombe tombe sur le siège de la Gestapo rue François Charvet, qui a traversé l'avant-toit, mais qui n'a pas éclaté. Et on en rend compte également, il y a quand même quelques années, en 2017, on a retrouvé une bombe à Les Mains, qui était, au moment où on a fait les travaux là-haut à Les Mains, une bombe qui n'était pas éclatée. Donc, mais sinon, il y a eu 720 bombes de 227 kilos qui sont tombées sur Chambéry. Alors, faut parler également... Lorsque le bombardement, comme je vous l'ai dit, a été terminé, les Chambériens sont restés dans les abris encore 1 heure, 1 heure et demie après. Et lorsqu'on est sorti, naturellement, plus personne se voyait dans Chambéry. La ville était complètement recouverte de poussière. Il y avait la fumée des incendies. On suffoquait. Ça a été quand même le côté le plus traumatisant pour les Chambériens. Et ces Chambériens qui sont arrivés, certains n'avaient plus rien du tout. Et à ce moment-là, on commençait les déblaiements, les secours. Et là, on sait qu'on a eu des scènes absolument atroces qui se sont déroulées à Chambéry, notamment dans le quartier des Éléphants. On a parlé tout à l'heure, bien
sûr, de la catastrophe des boulevards, lorsque la bombe est tombée sur l'abri, qui a écrasé donc ces personnes qui étaient à l'intérieur de l'abri. On a également rue de Boigne, ces gens qui étaient sous les décombres, encore vivants. Alors on a commencé à les déblayer, ils étaient vivants. Les autorités allemandes arrivent, comme l'immeuble menaçait de s'effondrer, demandent que l'on cesse les fouilles pour sauver ces personnes. Et ces personnes se sont vues mourir sous les décombres. Et puis, en face de l'église Notre-Dame, il y avait le café du Tonneau. Et là, c'est l'une peut-être des scènes les plus horribles du bombardement. Il y avait 11 personnes au café du Tonneau. Et il y avait un petit sous-sol sous le bar. Plusieurs personnes se sont réfugiées sous le bar. La rue a commencé à brûler. Et là, comble d'ironie, les personnes qui étaient sous le bar, la bouche d'eau, la conduite d'eau qui était à l'intérieur s'est rompue. Et les personnes sont mortes noyées alors que la rue brûlait. Ces personnes sont mortes noyées dans cette cave avec la rupture de la canalisation d'eau. Là, ça fait partie des pages les plus tristes et les plus sanglantes qu'a vécu Chambéry à ce moment-là. Alors, les témoignages disent que les gens, il y avait quand même cette peur. On parlait très peu dans les abris. Et chacun avait sa place réservée. C'est unique. On se retrouvait toujours avec les mêmes gens aux mêmes endroits. Hein. Les gens, soit dans les immeubles et tout ça. On se retrouve on avait un peu une place réservée. Et puis, il y avait une sorte d'angoisse quand même. Et on dit que les gens parlaient très peu. Alors, de temps en temps, il y avait une infirmière de la Croix-Rouge qui passait ici avec, pour les enfants, un thermos de lait chaud. C'était du lait américain. Vous savez, c'est les synthétiques que l'on faisait, du lait en poudre, et on distribuait un gobelet de lait chaud aux enfants pour les faire patienter. Hein. Voilà un petit peu ce qu'était cette ambiance dans les abris pendant la guerre. Puis alors, bien sûr, la défense passive avait donné des consignes. Vous savez que dans chaque famille, il fallait, on avait demandé que l'on prépare une valise avec des habits de rechange, hein, et puis on emmenait quand même ses valeurs, c'est-à-dire le peu d'argent qu'on peut avoir, ses bijoux. Alors on pouvait arriver, puis surtout qu'au moment des alertes, l'électricité était coupée sur la ville. Donc les gens étaient totalement dans le noir. On arrivait avec sa lampe de poche, et puis on voyait tous ces gens dans les rues arriver avec leurs valises pour venir passer 1 heure de temps ici. Hein. Cette ambiance était quand même assez lourde. On a parlé aussi des grandes figures qui ont marqué l'histoire de Chambéry au moment du bombardement. Et il faut évoquer, bien sûr, le docteur Desfrançois. Le docteur Desfrançois, c'était le médecin de la résistance, c'était aussi le médecin des pauvres. C'était un homme très humain et il va être tué au bombardement. Et on connaît les dernières minutes du docteur Desfrançois. Au moment du bombardement, il était rue Général Ferrier avec son collègue, le docteur, son collègue qui était médecin également dans la rue à côté. Et les premières bombes commencent à tomber. Autour d'eux, naturellement, les gens se mettent à crier. Et le docteur dira, nous avons voulu garder un peu de dignité. Les deux confrères se séparent, l'un d'eux rentre chez lui, le docteur Desfrançois fait encore quelques mètres, et lorsqu'il arrive devant la caisse d'épargne, les bombes qui tombent sur l'abri des boulevards, le souffle des bombes vont le faucher, et on va retrouver son corps au pied des escaliers de la caisse d'épargne. Et puis, vers 13h, il va se passer cette scène absolument irréelle sur les boulevards. On a un grand homme qui fait à peu près 2 mètres de haut. Il s'appelle Amédée Daille. Amédée Daille, il fait partie de la résistance. Au mois d'août 1944, il sera le premier maire de Chambéry et il habite sur les boulevards. Au moment de l'alerte, son épouse et sa fille sont descendus dans les tranchées abris juste au pied de chez eux. Et vers 13h, on peut voir cet homme, il est là, errant sur les boulevards, au milieu des ruines, en train de rechercher son épouse et sa fille. Et à ce moment-là, il rencontre un voisin et ce voisin lui dit « Vous avez vu ce désastre ?» Et Amédée Daille lui répond « Et pourtant, il le fallait. » Et au moment où il prononce cette phrase, il ignore que sous ses pieds se trouvent les corps de son épouse et de sa femme. Voilà. Et puis, comme on se retrouve à une autre entrée d'abri, on retrouve le même dispositif avec les sanitaires, comme on l'a trouvé tout à l'heure. Et puis là, à l'entrée, il y avait aussi un poste de secours. Alors, on a un témoignage amusant. À chaque alerte, il y avait une épicière du Faubourg Reclus qui arrivait. Elle venait avec son propre pliant. Et comme elle était épicière, elle venait avec un petit carton de sucre. C'était du sucre Le Body. Tous les anciens se souviennent, c'était dans des boîtes en carton bleu. Et à chaque enfant qui arrivait,
arrivait, elle donnait un petit carré de sucre. Et à l'époque, un petit carré de sucre, eh bien, on l'appréciait quand on était enfant, puisque tout le monde en était privé naturellement. Alors, nous avons fait maintenant ce parcours. Nous allons ouvrir une porte. Et là, on va arriver dans la cour du lycée du Rocher. Vous voyez, là, vous avez encore les vestiges donc, du conduit d'air qui amenait l'air à l'intérieur de l'abri. Et on verra que cet air est épuisé par deux grandes cheminées qui se trouvaient juste en face de la statue de Jean-Jacques Rousseau, car là, on est maintenant, pour se repérer, dans le tournant en face de la statue de Jean-Jacques Rousseau. Alors là, comme je vous le disais, il y avait cette arrivée d'air. Le long, ici, on a encore là-haut les attaches en fer. Il y avait deux gros tuyaux avec des cheminées. Elles sont restées là jusque dans les années 60. Des cheminées qui faisaient 8 à 10 mètres de haut, qui puisaient l'air et qui envoyaient l'air dans l'abri. Alors, deux mots sur cette cour, bien sûr, du Rocher. Heureusement pour ces élèves, puisque 6 bombes sont tombées sur le Rocher. Donc, le bâtiment que vous avez en face a été détruit au moment du bombardement. Et il n'y a eu, on peut dire, que 2 morts. Ce sont 2 femmes étrangères au lycée qui étaient du quartier, qui arrivant ici pour se mettre dans l'abri, ont été tuées là au milieu de la cour. Et puis on a une autre anecdote, donc c'était tenu par les religieuses de Saint-Joseph. À l'époque, vous savez, elles avaient leur grande tenue, c'est-à-dire des grandes robes et puis des grands voiles. Et au moment du bombardement, une des religieuses est juste là à la porte lorsque les bombes tombent, et le souffle de la bombe arrache le voile de la religieuse. Et lorsqu'elle rentre dans l'abri, tous les petits enfants lui disent « Ma sœur, vous n'avez plus de voile ». Et la religieuse leur répond « L'essentiel, j'ai encore ma tête sur les épaules ». Alors voyez-vous, les gens sont restés après le bombardement, comme je vous le disais, plus d'1 heure de temps ici dans l'abri. Et puis on a laissé partir les gens. Et là, ça a été la découverte, car ce que vous avez devant vous, tout est détruit. Ce bâtiment a été bombardé. Et puis naturellement, Chambéry était en flammes. Et ça a été le grand choc, bien sûr, pour tous ces gens qui ont vécu ces moments-là. En 2022, aujourd'hui, qu'est-ce qui reste de ce bombardement dans la mémoire des Chambériens ? Eh bien, pour les Chambériens, ce bombardement du 26 mai 1944 restera cette page écrite en lettres de sang et de feu. Elle a marqué pour toujours Chambéry, car c'est l'événement le plus sanglant qu'a vécu notre cité pendant toute son histoire. Mais il faut tout le temps terminer sur une note positive. Au moment de ce bombardement, on a pu voir cet élan de solidarité absolument extraordinaire qui a envahi tous les Chambériens. Chacun est venu s'aider, chacun est venu apporter son aide, et à ce moment-là, Chambéry a commencé à renaître. Et cette renaissance, on l'a par ce témoignage de ce Chambéry nouveau qui a commencé à partir du début des années 50 à reverdir, à s'implanter dans toute la ville, et c'est là l'espoir. Mais 75 ans après, eh bien Chambéry pense encore au bombardement. Et chaque année, lorsque nous rouvrons ces abris pour les journées européennes du patrimoine, il faut voir la foule qui se presse, et notamment des familles et surtout des jeunes enfants. Et on ne peut pas s'imaginer combien les enfants aujourd'hui sont encore impressionnés en venant visiter ces abris. Voilà la leçon à tirer. C'est une leçon de solidarité et puis aussi une leçon d'espoir. Alors Jacques, je voudrais vraiment te remercier parce que tu as ce don de raconter, de conter les choses. Non seulement tu véhicules les faits, mais en plus tu sais véhiculer les émotions. Et je pense qu'on a vraiment été avec toi, mais aussi là, le 26 mai 1944, avec toutes ces personnes qui ont vécu le bombardement. Donc voilà, je voudrais te remercier pour cela. C'est notre histoire, c'est notre patrimoine. Et nous n'avons pas le droit de le laisser oublier. Ce patrimoine, il faut le transmettre. C'est un patrimoine, bien sûr, auditif. C'est un patrimoine avec ses abris. Il faut le transmettre aux nouvelles générations. On ne sait pas ce quoi demain sera fait. Et là, les jeunes Chambériens doivent savoir ce que leurs ancêtres, leurs grands-parents, arrière-grands-parents ont vécu. Et c'est pour ça que nous avons décidé de rouvrir ce patrimoine aux Chambériens. Bah écoute, merci. J'espère qu'on se retrouvera prochainement pour une autre visite. Je l'espère aussi, car c'est toujours d'excellents moments qu'on passe avec vous. Merci beaucoup, Jacques. Au revoir. Au revoir. Nous posons ici notre livre d'histoire.
Cette visite a évidemment été ponctuée d'émotions. Quand un lieu est autant incarné, la vie des personnes qui l'ont investi se dessine avec une étonnante facilité. Au-delà du souvenir, il y a cette force de vouloir transmettre pour garder en mémoire le courage et la volonté de toutes ces personnalités qui nous ont précédés et qui ont écrit dans nos cœurs toute la puissance des valeurs de liberté, d'égalité et de fraternité. Chambérissime est un podcast Chambéry Montagne. Vous pouvez réécouter, podcaster cet épisode sur le site internet chambérymontagne.com et la page Facebook du même nom. Prise de son, montage, mixage et réalisation, Kamel Bouziane, Arabor Savoie, des mélodies signées Scal, une découverte de Chambéry et de son patrimoine en compagnie de Jacques Viou, vice-président de la Société des Amis du Vieux Chambéry, et Julie Chavaribert pour l'Office de tourisme. À bientôt pour de nouvelles aventures. Chambérissime, le podcast.